Salut, c'est Adrien Pétat de Géopolitique Mondiale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet polémique dans cette vidéo. Quelle est cette polémique ? Un rapport publié par la Rand Corporation parle de la relation entre les États-Unis et la Chine. Et cela a été très polémique parce qu'elle a essentiellement élaboré cela. Quel plan les États-Unis doivent-ils préparer face à la Chine dans les prochaines années ? Qu'est-ce que la Rand Corporation ? La Rand Corporation est un think tank américain. Mais qu'est-ce qu'un think tank ? Il n'en existe pas qu'aux États-Unis. THINK est une agence de recherche qui élabore des stratégies et des plans pour les gouvernements. Chaque pays a ses groupes de réflexion menant des recherches pour aider les gouvernements à affronter certaines menaces. Elle peut être privée ou publique, mais pour Rand Corporation, elle est privée. Et elle est composée d'anciens agents de la CIA et de personnes retraitées du département d'État et du département de la Défense. Mais pas seulement d'anciens agents ou du personnel retraité, aussi ceux encore en activité, n'est-ce pas ? Donc si tu veux connaître les prochaines étapes de la politique étrangère américaine, tu regardes la Rand Corporation, non ? Pour savoir quel est son plan pour les prochaines années. Ils ne suivront pas tout à la lettre, mais tu as une idée de leurs priorités et de leur direction, ce qui est intéressant. Mais là, ce rapport a été très polémique, tellement polémique qu'ils l'ont retiré. Ceux qui l'ont téléchargé, ceux qui ne l'ont pas fait, se sont fait avoir, n'est-ce pas ? Et on ne peut plus le voir. Mais non, parce que j'ai été l'une des rares personnes, n'est-ce pas ? Parce qu'ils l'ont retiré en quelques heures, parce qu'ils ont essuyé une pluie de critiques, n'est-ce pas ? Ceux qui l'ont téléchargé ont réussi. Mais j'ai réussi à le télécharger et je vais mettre le fichier de ce rapport sur le GitHub de la chaîne. Tu savais que la chaîne a un GitHub, n'est-ce pas ? Si tu veux voir les cartes exclusives que je crée ici pour la chaîne, que je fais spécifiquement pour illustrer mes idées, ou même quelques tableaux et graphiques, jette un coup d'œil, ouvert au public, n'est-ce pas ? Si tu peux l'utiliser dans tes recherches académiques, dans ton mémoire, dans ton cours, la seule chose que je demande en échange, c'est que tu donnes le crédit à la chaîne Géopolitique Mondiale. Mais je vais mettre ce rapport là-bas pour que tout le monde puisse le voir. Parce qu'on ne sait jamais s'ils vont mettre à l'avenir une autre version déjà censurée ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Par précaution, je mets le rapport complet là-bas, d'accord ? Et nous allons voir cela en détail, parce qu'il est très important, car il montre essentiellement quelles seront les prochaines étapes de la politique américaine envers la Chine. Je suis Adrien Pétat, bienvenue sur Géopolitique Mondiale. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, qui est pratiquement un culte obscur dans le monde de YouTube, d'accord ? À mesure que la dynamique dans la région Asie-Pacifique devient de plus en plus intense, les États-Unis réfléchissent à ce qu'ils doivent faire concernant la Chine. Et, à ce qu'il semble, la direction de Washington croit qu'ils ont perdu la fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose concernant la défense de Taïwan, sans que cela n'escalade vers un conflit régional plus large. Et très probablement, ils pensent qu'ils seraient vaincus dans ce contexte. Le rapport de la Rand Corporation, très influente auprès du département d'État américain, a commencé à percevoir cette réalité et à planifier les actions à mener après Taïwan. En général, ils soutiennent que stopper une attaque chinoise contre Taïwan serait l'axe central de la planification de la sécurité des États-Unis et de leurs alliés, de manière à combiner une révision doctrinale, des partenariats à long terme et des jeux de guerre comme instruments économiques, visant plus spécifiquement les sanctions. Mais il précise que l'utilisation préventive de ces mesures, de 3 à 6 mois avant une agression chinoise, si elle est jugée imminente, serait très peu efficace et peu opportune. Les rapports examinent donc comment les sanctions et les contrôles à l'exportation pourraient influencer la décision de Pékin, quelles contre-mesures la Chine lancerait et quels seraient les effets macroéconomiques mondiaux. Il conclut que Washington pourrait même effectivement recourir à des sanctions préventives. Mais son succès dépendra de la participation ou non d'autres alliés. Et même ainsi, cela n'écarterait pas la possibilité que la Chine prenne les Chinois. Malgré la taille de son produit intérieur brut, elle conserve de profondes fragilités internes, comme un endettement élevé, un vieillissement accéléré, une baisse de la main-d'œuvre, une dépendance aux exportations et une vulnérabilité aux chocs externes. Et ces faiblesses rendent donc le pays plus exposé au régime de sanctions. Mais l'histoire mondiale montre que, bien que les sanctions imposent des coûts économiques lourds au pays, elles n'atteignent presque jamais leurs objectifs politiques stratégiques. Cela confirme un point que j'ai déjà répété ici sur la chaîne à maintes et maintes reprises. Les sanctions ne fonctionnent presque jamais.
La faiblesse structurelle de la Chine existe bel et bien, mais les sanctions changent rarement les décisions des États les plus faibles. Qu'en est-il alors d'une Chine qui est bien plus forte ? Il est donc hautement improbable qu'elle change aussi la position chinoise dans l'alliance. Les États-Unis sont un acteur central avec des moyens juridiques, un poids financier et une portée commerciale élevée, tout en étant moins dépendants du commerce extérieur que leurs partenaires. Le dollar, le marché importateur et la capacité réglementaire forment le triptyque du pouvoir coercitif nord-américain. Le rapport précise que la priorité pour rallier à la cause américaine serait l'Australie et le Japon. Exactement comme ici, sur la chaîne. J'ai déjà dit, même en 2024, que toute action militaire des États-Unis pour défendre Taïwan dépendrait surtout de la position chinoise. La volonté américaine de défendre Taïwan est pratiquement nulle, et même s'il prenait vent ce risque, il s'agirait très probablement d'une défaite au niveau stratégique. Même ainsi, le rapport de la RAND conclut que la participation directe de ses alliés, le Japon et l'Australie, est improbable. Car l'Australie et le Japon auraient tendance à agir plus modérément, en contribuant soit par le renseignement, soit par la coordination politique, soit par des mesures ponctuelles. Cependant, participer réellement à une guerre serait irréaliste. En ce qui concerne le calcul de Pékin, des sanctions préventives ne pourraient avoir d'effet que dans des conditions très spécifiques, si elles étaient limitées et punitives, et si l'élite ainsi que l'opinion publique chinoise étaient bon divisées. Si la croissance économique restait une priorité stratégique et si la coalition de pays appliquant les sanctions était large et cohérente, cela pourrait peut-être dissuader, mais cela dépendrait d'eux-mêmes, les Chinois. Dans ce cas, la Chine riposterait de manière symétrique, par exemple en restreignant les exportations d'intrants intermédiaires, tout en cherchant à désamorcer la situation sans perdre de prestige interne. Cependant, si la direction avait déjà pris la décision politique de lancer une opération militaire à grande échelle, les sanctions auraient un effet quasiment nul. Elles n'arrêteraient pas l'invasion, elles ne feraient que dégrader sa campagne militaire, mais pas suffisamment pour empêcher qu'elle ait lieu. Et cela n'aurait qu'un impact limité sur la partie financière et sur ses marchés, le gouvernement chinois lui-même réduisant l'importance de la croissance économique dans la hiérarchie des priorités nationales. Les États-Unis s'organisent déjà pour entraver une éventuelle opération chinoise contre Taïwan. Depuis le gouvernement Trump, puis sous Biden, des contrôles à l'exportation et sanctions technologiques ont visé à affaiblir les capacités militaires chinoises, à long terme. Les semi-conducteurs avancés, l'intelligence artificielle et les composants critiques sont soumis à des restrictions d'exportation vers la Chine. Ils alimentent le renseignement électromagnétique, la capacité de guerre électronique, la performance de leurs radars, leur capacité de brouillage, leur logistique automatisée, la prise de décision accélérée, les simulations d'armes hypersoniques, les projets nucléaires et la modélisation sur le champ de bataille. Il s'agit d'une campagne préalable visant à affaiblir structurellement les Chinois, mais jusqu'à présent, elle n'a pas donné de résultat. Cela nous amène à une question. Si le renseignement américain détectait avec une grande certitude une invasion chinoise imminente de Taïwan, comme cela s'est produit avec la Russie. Pour l'Ukraine, un ensemble de sanctions préventives serait appliqué, comme avec les informations anticipées sur les Russes en 2022. Et le rapport affirme que oui, Washington appliquerait probablement des sanctions préventives, mais sans aucune garantie de mise en œuvre, c'est-à-dire de succès. Cependant, même si elles étaient appliquées, leur efficacité dépendra du contexte politique au moment où cela se produira, et aussi du degré de cohésion de la coalition alliée des États-Unis, quelque chose qui, historiquement, est instable. Les alliés américains adhèrent difficilement sans une pression directe et un leadership affirmé des États-Unis. Le problème central est clairement montré. Contrer la Chine est devenu une priorité stratégique pour les États-Unis et leurs alliés, faisant des sanctions une partie intégrante du paquet de dissuasion. Mais l'expérience de 2022 contre la Russie a montré que les sanctions n'ont pas empêché la Russie d'envahir l'Ukraine. Et bien qu'elles aient causé certaines souffrances économiques, elles ont échoué à modifier les décisions stratégiques du Kremlin et, surtout, elles ont fini par nuire bien plus aux économies européennes qu'à l'économie russe. Et voici le point décisif, car appliquer cela contre la Chine serait incomparablement plus difficile pour 3 raisons combinées. La taille économique de la Chine, son profond enchevêtrement avec les chaînes mondiales. Et le fait que Pékin se prépare déjà activement à faire face à ce scénario de sanctions. Le rapport est assez clair.
L'Australie dépend fortement de la Chine pour maintenir son économie. Elle a tendance à soutenir politiquement les États-Unis, mais hésiterait à adhérer à des sanctions lourdes. Sauf si les Australiens réalisaient que cela pourrait évoluer vers une menace existentielle. Mais un effondrement de l'économie chinoise conduirait inévitablement à l'effondrement économique de l'Australie. Une intervention australienne serait-elle seulement symbolique ou se concentrerait-elle uniquement sur le domaine du renseignement ? Le Japon, capable de sanctionner rapidement la Chine grâce à ses moyens techniques et institutionnels, ferait toutefois face à un dilemme plus complexe. Des millions de Japonais et des milliers d'entreprises sont profondément implantés en Chine. Et en plus, il serait très difficile de justifier des actions qui mettraient les citoyens japonais et leurs actifs en danger direct de représailles. Quant au Royaume-Uni, il pourrait rejoindre le bloc mené par les États-Unis, mais sa position sur Taïwan est ambiguë. Parce que Londres n'agirait que dans le cadre d'un bloc de pays soutenant cela à grande échelle. Et même s'ils obtenaient en l'adhésion de nombreux pays, les effets économiques estimés seraient relativement modestes pour les Chinois. C'est parce que le rapport prévoit des impacts uniquement à long terme, avec une capacité de réduire le produit intérieur brut chinois de seulement 1% par an. Dans des scénarios plus larges. Avec toute la coalition occidentale, le dommage pourrait atteindre 2,5% du produit intérieur brut annuel. Pour les États-Unis, la baisse du produit intérieur brut serait de 0,5%. Autrement dit, ils peuvent même absorber cela. Et la baisse pourrait être encore moindre si les partenaires agissent de manière coordonnée. Autrement dit, tout l'appareil de coercition, de contrôles et de blocage, même avec une large coalition, cause des dommages relativement faibles aux Chinois. De 1 à 2,5 et de 0,5 pour les États-Unis. Pour dissuader une opération militaire que Pékin aurait déjà décidé de mener, il est évident que cela serait insuffisant. La véritable utilité ne résiderait pas dans la dissuasion de l'invasion, mais dans la dégradation de la capacité chinoise à maintenir des opérations prolongées. Cependant, le scénario de Taïwan ne permet pas l'envoi continu d'armes là-bas, comme cela s'est produit en Ukraine. Tout régime de sanctions ou de restrictions économiques des États-Unis contre la Chine sera nécessairement accompagné de contre-mesures chinoises, c'est-à-dire d'une certaine forme de représailles chinoises. Et ces coûts doivent être intégrés dans le calcul politique américain. Cette vulnérabilité vient en partie du fait que la Chine est l'un des principaux fournisseurs industriels de la planète, avec des composants et des produits en chinois présents, y compris dans les chaînes d'approvisionnement. Dépendance aux articles de défense américains, déjà reconnus par le département de la Défense. Souligner que même des articles fabriqués aux États-Unis dépendent souvent de précurseurs produits en Chine, créant ainsi des points de défaillance dans la chaîne. Dans ce contexte, les semi-conducteurs constituent un point critique. Taïwan domine la production de puces de pointe, et la Chine est un acteur important dans les puces des générations précédentes, mais qui restent essentielles. Si la Chine riposte en bloquant le flux de semi-conducteurs de Taïwan vers le reste du monde, cela pourrait fortement retarder les avancées américaines en intelligence artificielle. Avec des estimations selon lesquelles les États-Unis ne pourraient maintenir le rythme actuel de développement que pendant 4 à 10 mois avant de commencer à ressentir les effets de la pénurie. Par ailleurs, la Chine présente aussi des vulnérabilités. Le grand mystère de la question est d'évaluer l'efficacité des sanctions, dans la logique chinoise. La sécurité économique est étroitement liée à la sécurité, et c'est pourquoi le pays construit depuis des années, petit à petit, une économie, disons, forteresse, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, l'indépendance énergétique et la robustesse de la chaîne d'approvisionnement. Cette orientation de Pékin s'est cristallisée dans le 14e plan quinquennal de 2021 qui a explicitement intégré l'autosuffisance comme axe de la stratégie de sécurité économique du pays. Cette construction de résilience ne se limite pas à l'économie réelle et fondamentale. Elle touche aussi la finance, où les autorités chinoises voient la domination mondiale du dollar comme une faiblesse en cas de guerre économique avec les États-Unis. Mais elles savent aussi qu'elles ne pourront pas le remplacer aussi rapidement, sans réforme profonde, comme une libéralisation encore plus poussée de leur économie. Face à cela, les Chinois ont choisi une stratégie d'internationalisation partielle de leur monnaie, le yuan amplifié. Des paiements commerciaux afin que, si les États-Unis imposent des sanctions financières, la Chine puisse encore commercer avec la majorité de ses partenaires. Parallèlement à cela, les Chinois ont renforcé le contrôle sur le système financier national.
La plupart ont respecté les sanctions américaines pour éviter des représailles financières directes, et ils diversifient et obscurcissent la composition de leurs réserves de change précisément pour réduire le risque de gel. Ou confiscation en 2024 pour la première fois, 50% des transactions transfrontalières de la Chine ont été réglées en yuan. La part de la monnaie dans les paiements mondiaux a presque doublé entre 2014 et 2025. Mais en termes relatifs, ce bond est encore considéré comme modeste, passant de 2 à un peu plus de 4 du total mondial. De plus, une grande partie de cette utilisation du yuan provient des flux entre Hong Kong et le continent, ce qui suggère que le dollar reste la principale monnaie de paiement du commerce extérieur chinois. Le rapport indique clairement que les États-Unis ne peuvent plus empêcher la perte de Taïwan, bien qu'il mentionne que les États-Unis ne devraient pas accepter cela gratuitement. Si Taïwan est défini comme un objectif existentiel, pour le Parti communiste chinois, aucune mesure économique ne changera le résultat si l'attaque est une décision stratégique préalable du Parti communiste. L'Occident ne dispose d'aucun moyen économique capable de changer cela, et très probablement, les États-Unis seront presque seuls à cette étape critique, rendant l'impact encore plus inutile. Parce que, à ce qu'il semble, la Chine se prépare justement à supporter le scénario de rupture qu'une guerre pour Taïwan pourrait exiger. Cela signifie que Wrench et le département d'État américain comprennent que les sanctions sont des instruments de gestion d'une défaite, et non un moyen de prévenir l'invasion chinoise. Autrement dit, il prépare les lecteurs à la réorganisation du système après la chute de Taïwan et non à l'empêcher. Ce qui nous conduit à l'autre rapport, encore plus controversé, rédigé par des conseillers des départements d'État et de la Défense. Et ici, il est clair que la nouvelle stratégie de Washington consiste à savoir comment coexister avec la Chine après ce scénario. Cette autre analyse part du principe que la rivalité entre les États-Unis et la Chine n'est pas le fruit de malentendus, mais bien d'intérêts objectifs en conflit. Une profonde méfiance politique et la perception mutuelle que l'autre camp tente de miner son pouvoir. Du point de vue américain, le moteur de l'affrontement est le caractère autoritaire du régime chinois et un historique de comportements prédateurs et agressifs dans de multiples domaines. Rappelons qu'il s'agit du point de vue des États-Unis à l'égard de la Chine. Parce qu'en même temps, ils reconnaissent que la nécessité de stabiliser cette rivalité ne signifie pas adoucir la compétition ni céder sur des questions vitales. La Chine vise des objectifs opposés aux intérêts américains et cherche à dominer la science et la technologie dans des secteurs clés. La tâche des États-Unis serait donc double: contenir les ambitions les plus dangereuses de la Chine et protéger leurs propres intérêts, mais en évitant que le choc n'escalade vers des cycles de tension extrêmes. Non seulement ce rapport controversé est l'autre que j'ai mentionné, mais pratiquement tous les rapports de défense, de géopolitique et de sécurité des États-Unis le disent très clairement. Il faut absolument éviter une guerre avec la Chine. À partir de là, des principes sont alors définis pour une rivalité intense mais gérable. Les deux parties devraient accepter, de façon profondément ancrée parmi les décideurs, qu'une certaine forme de coexistence est inévitable. De plus, il serait nécessaire d'avoir un certain niveau de vision commune sur les principes organisateurs de la politique internationale, définissant un statu quo au moins partiellement partagé, et l'établissement de mécanismes et d'institutions qui servent d'amortisseurs et de voies de retour à la stabilité en cas de crise et de choc. Sur la base de ces principes, le rapport recommande 6 grandes initiatives pour modérer cette rivalité. Premièrement, clarifier les objectifs des États-Unis, avec un langage qui rejette les notions absolues de victoire totale, et accepter explicitement la légitimité du Parti communiste chinois, ce qui réduirait la peur chinoise d'un changement de régime soutenu par Washington. Deuxièmement, rouvrir et consolider des lignes de communication fiables entre les hauts responsables afin qu'il y ait un espace continu pour le dialogue stratégique. Troisièmement, améliorer les pratiques et architectures de gestion de crise avec des protocoles, canaux et accords bilatéraux pour réduire le risque d'escalade accidentelle. Quatrièmement, rechercher des accords spécifiques, tant publics que privés, pour limiter et réguler la compétition cybernétique entre les deux pays. Cinquièmement, il s'agit de reconnaître mutuellement la dissuasion nucléaire stratégique de l'autre et de renoncer aux technologies ou doctrines menaçant la capacité de seconde frappe de l'adversaire, soit le risque de riposte. Le 6e point vise à identifier de petits domaines de coopération sur des sujets communs ou humanitaires, servant de zone tampon pour une interaction constructive.
au sein d'une relation de compétition entre les deux pays. Le point le plus délicat concerne Taïwan, la démarcation de la mer de Chine méridionale et la compétition en sciences et technologies. Dans tous les cas, la logique était de combiner la fermeté avec des mécanismes de stabilisation et de ne provoquer en aucun cas la Chine, notamment dans le cas de Taïwan. Et faites très attention. La théorie du succès pour Washington consiste à maximiser les incitations pour que Pékin cherche des moyens graduels et patients d'annexer Taïwan, au lieu de recourir à la force, ce qui exige 5 fronts. Maintenir la perspective de la guerre comme quelque chose de dangereux et d'incertain pour les Chinois, éviter les provocations évidentes qui obligeraient les Chinois à agir de manière agressive. Générer un maximum de garanties politiques pour que Pékin se sente à l'aise d'adopter une stratégie d'annexion à long terme, réduire les risques de rencontres militaires imprévues et créer des mécanismes politiques et militaires de communication constante. Dans ce sens, le rapport souligne qu'il est fondamental que les États-Unis réitèrent qu'ils ne visent pas, ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan et ne cherchent pas non plus une séparation permanente. Et la Chine, réaffirmant sa préférence pour une réunification progressive. Oui, les États-Unis disent qu'ils acceptent l'annexion de Taïwan par la Chine, à condition que cela se fasse de manière progressive. En mer de Chine méridionale, cette théorie allie dissuasion militaire progressive et diplomatie multilatérale. Cela signifie 4 objectifs principaux: empêcher tout acteur régional de recourir à l'agression directe pour imposer ses revendications. Décourager les autres parties de la mer de Chine méridionale de prendre des initiatives symboliques ou ponctuelles qui pousseraient les Chinois à réagir plus fermement. Initier de nouveaux processus diplomatiques, multilatéraux et bilatéraux, qui établissent la voie vers une résolution du différend. Et créer des organismes de coopération pour traiter les menaces communes. Enfin, obtenir un soutien international plus large pour que l'usage de la force soit jugé inacceptable dans les différents territoriaux. Enfin, dans la compétition scientifique et technologique. La théorie du succès de Washington va tenter de gérer les aspects les plus dangereux des technologies émergentes pour la sécurité mutuelle et pour la stabilité même de la rivalité. En même temps, en s'éloignant des tentatives extrêmes de sabotage technologique. Du côté chinois, l'accent suggéré est d'identifier et de réduire les usages compétitifs les plus risqués des nouvelles technologies en combinant dissuasion et accords bilatéraux. Définir des limites claires. Des actions visant à freiner les progrès scientifiques du rival et à trouver des domaines limités de collaboration non menaçantes, y compris pour faire face aux risques mondiaux. Le rapport conclut donc que la rivalité entre les États-Unis et la Chine est permanente et insoluble à court terme, mais qu'elle peut être stabilisée. La stratégie recommandée est double. Maintenir le niveau de compétition, mais construire des mécanismes qui empêchent que la compétition n'évolue vers un conflit militaire. Autoriser coût ou provocation inutile. La Chine. La perception est que les États-Unis ne peuvent pas gagner en essayant d'écraser la Chine, et la Chine ne pourrait pas non plus gagner en écrasant les États-Unis. Les Américains ont compris que le coût de tenter de briser la Chine est prohibitif et pourrait entraîner une guerre, qu'ils ne sont pas sûrs de gagner et ils sont de plus en plus certains qu'ils seraient vaincus. Très bien les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo où j'ai traversé les données des 2 rapports, même censurés, afin que nous sachions de quoi il s'agit. Les États-Unis prévoient dans les prochaines années de faire face à la Chine. La situation n'est pas bonne pour les États-Unis. Vous pouvez le voir, et ça ne sert à rien. Les idiots viennent ici m'embêter, disant que je soutiens la Chine. Les gars, je travaille avec des rapports, je travaille avec des documents, je travaille avec des chiffres. Mon opinion, elle vient après l'analyse de ces chiffres, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous ne pouvez pas dire que la Hand Corporation est pro-chinoise. Au contraire, elle est viscéralement anti-Chine, anti-américaine et anti-russe. Donc il n'y a rien à dire. Pour l'instant, la situation s'avère très compliquée pour les États-Unis, mais je vous avertis aussi que les États-Unis ne sont pas une nation à sous-estimer. Ils ont encore une certaine capacité. Alors continuons, car ce feuilleton de la relation entre les États-Unis et la Chine ne fait que commencer. Elle va probablement durer, au minimum, environ 25 ans jusqu'à la moitié du siècle. Là, jusqu'en 2050. On va beaucoup parler de ça en supposant que je sois encore là. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Quoi qu'il en soit, pour être sûr que je sois là, n'oubliez pas de vous abonner. Et plus important encore, partagez cette vidéo avec tout le monde pour donner un coup de pouce ici. Pour garantir que cette chaîne si obscure et oubliée par YouTube continue d'exister, votre aide est très importante. Et si tu aimes vraiment la chaîne, envisage de devenir membre.
En devenant membre, tu auras un accès anticipé aux vidéos, ainsi qu'à des vidéos exclusives de séries extrêmement techniques. Pour ceux qui aiment les choses du genre documentaire History Channel, à l'époque où ils faisaient de bons documentaires, jusqu'à aujourd'hui, on suit cela de façon fidèle. Et tu assures la continuité de la chaîne, puisque c'est une chaîne dont 90% des revenus proviennent des membres. Si tu ne peux pas être membre, partage, ça aide beaucoup. C'est tout les amis, merci, à bientôt et à la prochaine vidéo.